C'est bon? Est-ce que je peux reprendre là? Je ne sais pas ce qui se passe. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Alors, je continue rapidement parce que je ne sais pas ce qui se passe avec la technique là. Donc, j'ai évoqué la vitamine D, le dédrogyle, souvent associé au calcium. Le fluor est surtout utilisé dans l'ostéoporose vertébrale quand il y a des tassements. Alors, vous avez toute une série de produits à base de fluor. La surveillance avec le traitement du fluor est très importante. Il faut faire très attention. Et, la calcitonine aussi est prescrite contre le fluor et contre-indiquée dans le don sous forme injectable. Il y a aussi tous les produits que j'ai évoqués ici. Et les diphosphonates, qui sont le traitement du choix aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, ça reste quand même un traitement assez coûteux. Les diphosphonates ont pour action, pour propriété d'agir sur la résorption osseuse. Ils augmentent la masse osseuse et préservent l'architecture osseuse en construisant un os de qualité physiologique. Le traitement alors, à base de diphosphonate est le suivant. Elle constitue un cycle de 3 mois. Vous donnez un diphosphonate, le dihydromel, c'est ce qui est disponible chez nous, le dihydromel, c'est la première génération des diphosphonates. On le donne un comprimé par jour à 10 heures du matin, loin des repas, pendant 14 jours. Donc, tous les jours, à 10 heures, un comprimé. Et puis, on fait le relais on prend le relais avec avec le calcium, un gramme par jour, associé à de la vitamine D, 400 unités par jour, pendant 2 mois et demi. Et on renouvelle ainsi le cycle pendant au moins 3 ans. Vous voyez que ce traitement-là, c'est pas un traitement qu'on donne donc, il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la démo, j'ai dit que c'est un examen qui ne se fait pas tous les jours, se fait tous les ans pour apprécier l'évolution de la reconstruction de cette masse osseuse. Et puis, vous avez là, ici, pour vous citer d'autres diphosphonates, je vous l'ai publié, vous l'avez dans votre polycopier, l'acide zalédronique, les produits, enfin cette formule dans les présentations commerciales, l'alédronate de risédronate qui possède l'indication dans la prévention de l'ostéoporose. Le traitement de l'alédronate oral 10 mg par jour pendant 10 ans entraîne une augmentation de 13,7% de la démo du rachis et de 10,7% de la démo du trochanter. C'est des études qui ont démontré l'efficacité de cette molécule. Autre anti-ostéoporotique, je vais juste les évoquer ici. Vous avez dans les détails dans votre polycopie. Le ranelate de strontium, mais il faut faire attention parce qu'il peut provoquer des hypersensibilités, dont notamment le syndrome de Dress, qui est un syndrome neurologique, il faut faire attention. Le tériparatide, qui correspond à un fragment de la para-PTH qui régule le taux de calcium dans le sang. Son administration quotidienne sous forme d'injection sous-cutanée stimule la formation osseuse, mais son coût très élevé limite son utilisation. Vous avez le denosumab, qui est un anticorps monoclonal qui inhibe la formation, la fonction et la survie des ostéoclastes. C'est le responsable de la résorption osseuse. Donc, il va agir sur l'activité ostéoclastique. C'est un traitement de l'ostéoporose post-ménopausique qui réduit le risque de fracture vertébrale et non vertébrale de la hanche chez les patients à risque élevé de fracture. C'est un médicament qui s'administre en une injection sous-cutanée tous les 6 mois, mais ne doit être utilisé qu'en deuxième intention, c'est-à-dire chez des patientes ayant été traitées préalablement avec les biphosphonates. Et puis vous avez les SERMs, ce sont des modulateurs sélectifs de l'activation des récepteurs aux oestrogènes qui ont un effet protecteur vis-à-vis de la perte osseuse et des maladies cardiovasculaires, sans être à l'origine d'une augmentation du cancer du sein ou de l'utérus. Nous avons un produit dans cette famille, le raloxifène, qui réduit les fractures vertébrales. Ça, c'est pour vous évoquer tous les médicaments qui sont contre l'ostéoporose. Voilà, nous avons terminé avec vous avez l'essentiel. Je vous invite à m'envoyer à la fin de je vous donne ma boîte mail.
Vous m'envoyez donc toutes les questions par écrit, je vous répondrai individuellement. Je crois que nous allons entamer le deuxième exposé sur l'ostéomalacie. Si on n'aura pas d'autres problèmes techniques. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Chaque fois, dites-moi, confirmez-moi que vous m'écoutez bien. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, professeur. C'est bon, vous m'écoutez, vous arrivez à m'entendre? Oui. Dites fort, oui. Oui. Très bien. Alors, j'enchaîne avec le deuxième cours sur l'ostéomalacie. Étymologiquement, alors là, il y a une fenêtre qui m'énerve. Je vais déplacer cette fenêtre. Pardon, parce qu'il y a un petit problème technique là. Bon, allez. Étymologiquement, cela signifie os mou. C'est pour ça qu'on parle de l'ostéomalacie. C'est l'équivalent du rachitisme chez l'enfant. Vous avez probablement ceux qui ont fait pédiatrie, ont étudié le rachitisme. Bon, c'est un peu chez l'adulte, on parle d'ostéomalacie. C'est la même physiopathologie. Il s'agit d'une ostéopathie raréfiante, déminéralisante, diffuse, qui survient par défaut de minéralisation primaire de la matrice osseuse, entraînant une accumulation anormale de tissus ostéoïdes non minéralisés, entraînant ainsi une fragilité osseuse. Rappelez-vous le schéma que je vous ai, cette poutre de béton. Là, c'est l'élément minéral, c'est-à-dire le béton, le ciment et tout, qui vont disparaître, qui seront insuffisants en quantité et qui vont être à l'origine. Alors que la structure, la matrice osseuse reste tout à fait intacte. Et vous voyez que dans un cas comme dans un autre, les conséquences sont identiques. Donc, c'est une ostéopathie raréfiante, donc raréfaction de l'élément minéral, déminéralisante, c'est-à-dire la perte de la minéralisation, qui se fait de façon diffuse par défaut de minéralisation primaire de la matrice osseuse, entraînant une accumulation anormale de tissu ostéoïde qui n'est pas minéralisé et la conséquence sur la fragilité osseuse. Dans la majorité des cas, l'ostéomalacie est secondaire à une hypovitaminose D, c'est la quasi-majorité des cas, avec une carence calcique plus ou moins importante. Elle est rarement, dans le traitement, rarement résistante à l'action de la vitamine D. Oui, donc on a quand même. On vous entend mal. Pardon? On vous entend mal. Ah bon? Moi, je vous entends bien. Là, maintenant, vous m'entendez? Oui, maintenant, très bien. Merci. Bien. Vous avez, donc, on a défini ce que c'est que l'ostéomalacie. Alors, nous allons faire un petit rappel du métabolisme de la vitamine D pour comprendre un peu le mécanisme de l'ostéomalacie. L'origine de la vitamine D alimentaire, bien sûr, et également l'origine au niveau de la peau, la synthèse au niveau de la peau. Le métabolisme se fait au niveau du foie, mais c'est la vitamine D qu'on trouve, c'est la 25-hydroxyvitamine D3, et au niveau rénal, c'est là où elle est activée, c'est la forme 1,25-dihydroxyvitamine D3. L'action de la vitamine D, elle permet de fixer le calcium sur la trame protéique, elle stimule le remodelage et elle stimule aussi l'absorption intestinale de calcium. C'est quand même, vous savez que ces actions sont très importantes. C'est un schéma ici pour comprendre un peu ce que je viens de dire. Vous voyez l'apport alimentaire, donc c'est directement la vitamine D3 sous forme de cholécalciférol. Et au niveau de la peau, on trouve de l'7-déhydrocholestérol sous l'action des ultraviolets va donner cette vitamine D3 ou le cholécalciférol, qui n'est pas encore la vitamine D active, qui doit passer au niveau du foie pour être métabolisée, donner le 25-hydroxyvitamine D3 ou 25-hydroxycholécalciférol.
qui doit passer par le rein, qui doit être en bon état. On verra que quand le rein est malade, donc ça pose problème. Donc, pour être activé, pour transformer, pour faire en sorte que cette vitamine être dans sa forme active et dans sa forme qui va être efficace, se transformant ainsi en 1,25-dihydroxycholécalciférol. Et l'action de cette vitamine active permet, comme je l'ai dit, de fixer le calcium sur la trame protéique, stimule le remodelage. Elle agit aussi au niveau de l'intestin en stimulant l'absorption intestinale de calcium. Ainsi réguler la calcémie qui va être jouer le rôle donc régulateur au niveau du sang. Ça permet donc donc stimule l'absorption, etc. Vous voyez un peu dans ce schéma, on a tout résumé. J'ai mis à côté la PTH qui a aussi un rôle accessoire, enfin un rôle à côté de ça. La PTH, vous savez qu'elle stimule, elle va agir au niveau du rein en stimulant là aussi l'activation de la vitamine D au niveau du rein, et elle agit, comme vous le savez aussi, au niveau de la trame protéique au niveau de l'os. Alors, sur le plan clinique, l'osteomalacie s'exprime par des douleurs diffuses mécaniques, prédominant au niveau du rachis et au niveau des ceintures. Elle réalise ce qu'on appelle la marche dandinante avec myalgie et faiblesse musculaire. On parle de marche pseudo-myopathique, c'est-à-dire c'est une marche qui ressemble à une marche qu'on trouve dans certaines myopathies d'origine neurologique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de marche myopathique. C'est une marche dandinante, un peu la marche de canard, ça ressemble un peu à la marche du canard. Elle s'exprime aussi par des déformations osseuses dans les formes beaucoup plus évoluées. Au niveau du membre inférieur, c'est des déformations en varume ou en valgus. Au niveau du rachis, réalise une diminution de la taille. Et au niveau du thorax, réalise une déformation en cloche ou en violon. Au niveau du sternum, réalise un sternum en carène. Et ça peut aussi donner, je l'ai dit tout à l'heure, des fractures dans les formes les plus évoluées. Voilà quelques clichés. Alors, vous voyez dans ce cliché-là, c'est ce qu'on appelle communément les jambons hauts. C'est la déformation en valgus. Et puis, en valgus, c'est les fameux jambes en X, avec les conséquences mécaniques au niveau de l'articulation, au niveau du tibia, au niveau de l'articulation, au niveau du genou, pardon. Autre déformation aussi qu'on peut lier ou imputable à l'osteomalacie, ça réalise le thorax en carène, voilà ce qu'on appelle un thorax en carène, ou le thorax en entonnoir. Voilà. Les signes biologiques, alors, sont variables selon l'étiologie. Dans l'osteomalacie commune par carence en vitamine D, celle que nous observons quasiment le plus fréquemment, c'est la calcémie, elle est normale ou basse, mais n'est pas élevée, attention. La calciurie, donc le calcium dans les urines, est basse, la calciurie est basse de façon précoce et de façon constante. La phosphorémie, elle est basse, et puis la vitamine D ou les métabolites de la vitamine D, c'est-à-dire le 25-hydroxyvitamine D3 ou le 1,25, c'est-à-dire la forme active, sont diminués, bien sûr, quand on les dose. Voilà donc pour tous ces éléments qui chutent. Et à côté de ça, vous avez des éléments qui augmentent, ce sont les phosphatases alcalines, la PTH qui est élevée, puisqu'il y a une puisqu'il y a tendance à voir la calcémie chuter, donc la PTH va tendance à augmenter. L'hydroxyprolurée également est augmentée. Ce qui est très important, et c'est pour ça qu'on demande l'AVS, les marqueurs inflammatoires, c'est que vous n'allez pas trouver de syndrome inflammatoire. Il n'y a pas de processus inflammatoire dans l'osteomalacie. Sur le plan radiologique, c'est des radios standards que vous faites et c'est très indicateur de la pathologie. Ça peut énormément aider. Alors, qu'est-ce que nous allons observer sur le plan radiologique? Une hypertransparence osseuse, donc un aspect flou, des corticales qui sont estompées, un aspect sale et délavé,
Un deuxième élément radiologique qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle les fissures de Looser-Milkman, le style de Looser-Milkman, et que les rhumatologues considèrent comme étant des signes radiologiques pathognomoniques, c'est-à-dire qui signent le diagnostic. Ce sont des bandes radiotransparentes qui sont perpendiculaires à la corticale et qu'on retrouve au niveau du bassin, la branche ilio-ischio-pubienne, au niveau du col fémoral, au niveau des omoplates, au niveau des clavicules et des côtes. Troisième signe radiologique observable aussi, ce sont les deux formations. Au niveau du bassin, dans les formes assez évoluées, donne ce qu'on appelle le cœur de carte à jouer. Un peu, rappelez-vous, le jeu de cartes. Et la forme du cœur, ça donne cet aspect-là au niveau de la radio du bassin. Et au niveau des vertèbres, ça donne des tassements biconcaves. Voilà quelques images radiologiques qui ne sont pas très nettes. Vous observez l'hypertransparence dans ces deux clichés. Pardon. Et puis dans ces clichés-là, on va retrouver les stries de Looser-Milkman. Voilà, stries de Looser-Milkman. Voilà, dans d'autres clichés sur populaire, au niveau de l'omoplate, vous avez aussi là une strie de Looser-Milkman. Vous avez au niveau du corps fémoral, là aussi, vous voyez, une strie de Looser-Milkman. Là, c'est plus, on observe de façon plus nette. Là, vous l'avez au niveau d'un os lent. Voilà, donc c'est sur cette corticale, cette strie, cette incisure, si vous voulez, de la corticale, qu'on voit ici en loupé. Voilà, quoi ça consiste. Donc voilà, les signes radiologiques sont quand même permettent de faire donc le diagnostic assez facilement. Vous faites un contexte qui est fortement évocateur, des radiographies qui sont assez évocatrices. Vous êtes dans le diagnostic de l'ostéomalacie. Alors, est-ce que d'autres examens, quel intérêt ils peuvent avoir? La scintigraphie va, si vous la faites, mais n'est pas toujours utile, si vous la faites, elle va mettre en évidence de façon plus nette l'hyperfixation des fissures de Looser-Milkman. Si vous faites la densitométrie osseuse, parce que vous avez des doutes entre l'ostéomalacie et l'ostéoporose, sachez que ça permet même dans l'ostéomalacie une masse osseuse ça peut mettre en évidence une masse osseuse très basse avec un T-score 2 inférieur de 5, et là vous discutez l'ostéoporose. Donc, enfin, souvent on n'arrive pas à être obligé de faire ces examens-là. Autre examen, l'histologie. Si vous la faites, elle n'est pas indispensable, vous la faites au niveau de la crête iliaque. Elle permet de mettre en évidence une augmentation du tissu ostéoïde, puisqu'on a dit c'est le tissu ostéoïde est augmenté et contrastant avec une minéralisation. Vous voyez ici qu'elle est beaucoup plus nette là. Le diagnostic positif, vous allez le faire grâce à la clinique, grâce surtout à la radiologie et la biologie. La biologie, on a dit que ça va vous avez, j'ai passé en revue un peu les éléments, tous les éléments augmentés, les éléments qui sont bas. Donc, le diagnostic, c'est clinique, radiologique et biologique. L'histologie a peu d'intérêt ici, sauf dans des cas tout à fait extrêmes, où on a des doutes du diagnostic différentiel. Notamment, quand la déminéralisation est bénigne, alors on peut discuter l'ostéoporose, on peut discuter l'hyperparathyroïdie, mais quand la déminéralisation est maligne, là, on craint la maladie scalaire, vous l'avez étudié en hématologie, ou bien des métastases osseuses, là où il faut s'inquiéter. Et puis, sur le plan étiologique, maintenant, quelles sont les causes de l'ostéomalacie? D'abord et avant tout, c'est par carence en vitamine D, ce qu'on appelle l'ostéomalacie carentielle commune. C'est un diagnostic d'élimination, bien sûr, parce que vous avez un contexte et puis vous prenez soin, grâce au bilan que vous faites, d'éliminer tout ce qui doit être éliminé. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. Il est lié à une carence d'apport alimentaire ou d'exposition solaire.
Puis, vous avez d'autres causes qu'il faut que votre bilan permet d'éliminer. L'osteomalacie d'origine digestive, par défaut d'absorption de la vitamine D et de calcium, notamment quand vous avez une maladie cœliaque, une insuffisance pancréatique, quelqu'un qui a subi une résection chirurgicale de l'intestin, une gastrectomie, l'amylose, la maladie de Crohn. Ce sont toutes ces causes-là qui peuvent entraîner donc un défaut d'absorption de la vitamine D et du calcium. L'osteomalacie d'origine hépatique, puisque on a dit tout à l'heure que la vitamine D passe au niveau du foie. Donc, si le foie est malade, donc s'il y a des problèmes hépatiques, donc ce processus va être compromis. C'est-à-dire que le métabolisme hépatique ne pourra pas se faire. C'est notamment donc, ce métabolisme de la vitamine D, puisque c'est une maladie par carence de vitamine D, on a dit. Et c'est le cas notamment de la cirrhose, c'est le cas de l'insuffisance hépatocellulaire, des ictères obstructifs un peu plus rarement. L'osteomalacie d'origine rénale, là on a dit, là aussi c'est parce que la vitamine D doit être activée au niveau du rein. Donc s'il y a des problèmes au niveau des reins, notamment une insuffisance rénale chronique, vous n'allez pas pouvoir activer votre vitamine D et donc avec les conséquences que vous imaginez. Les tubulopathies, notamment le syndrome de Fanconi aussi, est une cause d'ostéomalacie d'origine rénale. Puis vous avez les causes iatrogènes, c'est-à-dire liées à un traitement médicamenteux, notamment les anticonvulsions, les inducteurs qui sont des inducteurs enzymatiques, les antiacides. Les antiacides parce qu'ils empêchent la vitamine D, ils agissent comme un film au niveau gastrique, sur la paroi gastrique ou paroi digestive, et donc vont empêcher l'absorption de la vitamine D. Les médicaments anti-ostéoporotiques, notamment le fluor, les biphosphonates de première génération, sont aussi des causes d'ostéomalacie. Plus rarement, vous avez les ostéomalacies liées à des maladies beaucoup plus rares, l'hypophosphatase, les tumeurs mésenchymateuses, l'ostéomalacie familiale vitamino-résistante, la dysplasie fibreuse ou des ostéomalacies liées à des malades qui sont soumis à une nutrition parentérale prolongée, qui sont aussi des malades qui vivent pendant des mois et des mois sous traitement dans des services de réanimation qui ne sont alimentés que par voie parentérale. On observe là aussi chez eux des situations d'ostéomalacie. Quel est le traitement de l'ostéomalacie? D'abord, quels sont les moyens? Alors, vous avez la vitamine D. La vitamine D, alors je vous donne toutes les formes de vitamine D. La vitamine D2, c'est l'ergocalciférol, ou non commercial, c'est le stérogile. Ce sont des ampoules de 600 000 unités ou des gouttes à 400 unités. Le 25-hydroxyvitamine D3, le calcifédiol, c'est le dédrogile en gouttes. Vous avez le 1,25-dihydroxy vitamine D3 ou le calcitriol, le nom commercial c'est l'eurocatrol, ou bien le 1-alpha-hydroxy vitamine D3, c'est l'alpha-calcidiol, on l'appelle aussi le 1-alpha, en gouttes et en comprimé. Donc vous voyez que c'est différentes présentations de vitamine D qu'on va donner en fonction des causes possibles. Quand il y a un problème rénal, donc on sait quel type de vitamine il faut donner. Quand il y a un problème hépatique, on sait quel type de vitamine D on va donner. Associé à la vitamine D, on doit donner du calcium, on doit donner aussi du phosphore. Alors, quelles sont les indications? D'abord, une alimentation riche en calcium et en vitamine D, et puis la nécessité de s'exposer suffisamment à une exposition au soleil. On a vu tout à l'heure que les ultraviolets agissent au niveau de la peau en fabriquant de la vitamine D. Alors, quand il s'agit d'ostéomalacie carentielle, on va donner comme vitamine D l'ergocalciférol, 2000 à 4000 unités par jour, associé au calcium, 1 à 2 grammes. Si c'est une ostéomalacie par malabsorption, on va donner du calcifédiol associé au calcium, évidemment en associant avec le traitement étiologique, c'est-à-dire un régime sans gluten, s'il s'agit donc de malabsorption. Si c'est une ostéomalacie par atteinte rénale, on va donner la vitamine D dans sa forme active, c'est le calcitriol qu'on associe toujours là aussi avec du calcium ou bien une autre présentation de vitamine D
solubilité active, c'est l'alpha-calcitol qu'on associe là aussi avec le calcium. En conclusion, pratiquement toutes les ostéomalasies répondent favorablement au traitement médical s'il est bien choisi en fonction de l'étiologie de la maladie, avec des résultats cliniques souvent spectaculaires. Il faut savoir que malgré sa relative rareté, l'ostéomalacie doit faire partie des diagnostics à évoquer devant un syndrome douloureux diffus mal étiqueté. Donc, il faut savoir y penser. Son excellente curabilité exige un diagnostic précoce, le plus précoce possible. Voilà, je vous remercie. Je vais vous communiquer, parce que je ne sais pas comment le faire, je vais vous communiquer, notez-le sur mon adresse mail et vous allez m'envoyer toutes les questions. Si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai, je répondrai à chacun parmi vous. Alors, notez. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Répondez-moi. Oui, on vous entend. Vous, Oui, on vous entend très bien. vous notez mon adresse? Et puis, vous notez mon adresse et puis on va, parce que avant que ça coupe là, parce que on a ces aléas, alors vous notez d'abord mon adresse. Alors, Ryan, R-A-Y-A-N-E, Ryan 2, accolé, Ryan2, arrobas, yahoo.com. C'est facile. Hein? Alors, Ryan2, le chiffre 2, hein? Ryan2, tout accolé, hein? Ryan2, arrobas, yahoo.com. C'est bien noté. Oui. Voilà, Oui, donc merci, professeur. vous pouvez me poser des questions sur ma boîte, je vous répondrai. Est-ce que vous avez tous les cours, je vous les ai envoyés il y a 2 ou 3 mois, je crois, vous les avez dans la forme PDF. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on les a. Très bien. Est-ce que vous, bon, là, les minutes qui nous restent, est-ce que vous voulez me poser des questions? Quelque chose que vous n'avez pas comprise, là, que je peux. Professeur, j'ai pas très bien saisi le traitement de l'ostéoporose. Aussi, Ah, le traitement de l'ostéoporose. pareil. Le traitement de l'ostéoporose, on a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si je peux revenir sur la planche, je vais essayer de revenir sur la planche. Attendez, si je peux. Alors, j'arrête le diaporama. Attendez, je vais revenir sur l'ostéoporose. Docteur, plus précisément, le traitement curatif. Le traitement curatif, oui. Je vais revenir sur l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, est-ce que je dois couper? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai 2 fichiers ici. Alors, je dois couper celui-là. Et j'ouvre celui-là. Voilà, je l'ai fait. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je ne sais pas comment, je ne veux pas arrêter cette machine-là. Attendez une seconde, si ça marche. Parce que je n'arrive pas à ouvrir l'ostéoporose. Je n'ai pas compris pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, attendez, pardon. Là, je ne le retrouve plus. C'est des trucs écrits en chinois. Il faut que j'accède à mon. Voilà. Ah, je l'ai. Alors, là, vous êtes sur le. Est-ce que Oui. vous avez la planche? Vous l'observez? Oui. Alors, on a parlé, vous m'avez dit le traitement. Le traitement. Alors, le traitement.
Traitement préventif. Alors, le traitement, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le traitement médicamenteux. Oui. Le traitement spécifique Alors, médicamenteux. le traitement médicamenteux, on a dit qu'il est basé sur la calcitonine, les fluors et les biphosphonates. On les utilise maintenant, bon, je passe sur le traitement préventif. Alors, curatif, c'est ça. Parce que nous avons évoqué, vous avez la planche devant vous là, le traitement curatif. Oui. Le traitement curatif, on l'a dit, puisque la cause la plus fréquente, c'est l'ostéoporose postménopausique. Évidemment, quand il n'y a pas de contre-indication au traitement hormonal, qui est un traitement à base d'œstrogènes naturels associés à des progestatifs en traitement séquentiel, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est ce qu'il faut donner, mais pas que. C'est-à-dire vous prenez un traitement hormonal qui va, puisque c'est le déficit hormonal qui va précipiter le processus d'installation de cette ostéoporose. Donc, on va donner un traitement substitutif hormonal et puis on va donner du calcium, de la vitamine D, etc. etc. Quand vous voyez ici, donc, quand il existe une cause, donc la cause, on a évoqué la cause, il faut traiter la cause. Et puis, on doit associer, comme vous l'avez dans la planche ici, la vitamine D, toujours associée au calcium. On peut donner du fluor, on le donne de moins en moins, mais on peut le donner quand l'ostéoporose vertébrale avec tassement. On peut donner, il permet de corriger la fracture et les tassements, mais en sachant que le fluor présente beaucoup d'effets secondaires, donc il faut faire très attention. La calcitonine, vous l'avez apprise quand vous avez fait l'endocrino, elle va permettre, d'abord on la donne quand il y a contre-indication au fluor, elle va permettre de construire donc l'os, elle va éviter quand prévaut l'activité ostéoblastique, l'activité ostéoclastique, donc la calcitonine va limiter l'activité ostéoclastique. Et puis maintenant les médicaments maintenant qu'on donne, qui présentent peu d'effets secondaires, qui sont les plus qui coûtent cher, c'est pour ça qu'on ne les donne pas de façon fréquente, ce sont la classe des diphosphonates. Les diphosphonates ou les biphosphonates, le didronel ou l'éthiodronel disodique, qui ont pour action d'agir sur la résorption osseuse. C'est-à-dire ils vont bloquer, ils vont inhiber la résorption osseuse. Et donc, en inhibant la résorption, ils vont augmenter la masse osseuse. Donc, en lui donnant cette architecture et construisant ainsi un os de qualité physiologique. Voilà la posologie. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Est-ce que vous avez le protocole? Alors, quand il s'agit des diphosphonates, j'ai développé surtout les diphosphonates, je n'ai pas développé les autres arbres thérapeutiques parce que c'est ce qu'on donne maintenant. On donne par exemple le didronel. Alors, voilà le protocole. Un comprimé par jour, tous les jours à 10 heures du matin, par exemple, loin des repas, pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Puis on arrête le didronel et on fait le relais en associant calcium, relais uniquement calcium, vitamine D. Calcium 1 g par jour, vitamine D 400 unités par jour pendant 2 mois et demi. Et on boucle ainsi un cycle de 3 mois. Et puis on revient, au bout de 3 mois, on revient à zéro. D'hydronel, un comprimé tous les jours à 10 heures pendant 2 semaines. Et on arrête et on continue avec vitamine D et calcium pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est ça. Et on continue ainsi pendant 3 ans. C'est des cycles répétés de 3 mois pendant 3 ans pour corriger, pour construire cette masse osseuse. Est-ce que vous avez compris? Oui. Docteur, est-ce que c'est clair? C'est quoi l'intérêt de la prise à 10 heures du matin? Attendez, je vous entends mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi la prise est à 10 heures du matin? C'est nécessaire de la prendre à 10 heures? C'est pour permettre une meilleure absorption du produit, c'est tout. Bon, et pour ne pas oublier, c'est pour que le malade il sait que c'est tous les jours à 10 heures du matin, il va le donner tous les jours à 10 heures du matin. Il a pris son petit déjeuner à 7h30, 8h, bof, il marque donc donc il y a les 2h30, donc loin des repas, et puis il prend son comprimé, il sait qu'à 10 heures du matin, il le prend, jamais avant, jamais après. Bon, évidemment, quand il y a des situations exceptionnelles, quelques minutes après ou quelques minutes avant, c'est pas. Donc, il sait que c'est à 10 heures qu'il prend ce comprimé pendant 2 semaines, puis il arrête, il continue maintenant avec le calcium et la vitamine D pendant 2 mois et demi, hop, et il reprend à zéro.
Est-ce que c'est clair? Très clair, merci. Et puis, vous avez les autres, je ne fais que citer, vous les avez dans le polycopie. Les autres diphosphonates, vous en avez plein. Selon, il y a des différences selon le coût, l'action prédominante de l'un par rapport à l'autre, etc. Puis vous avez les autres, j'ai ajouté aussi les autres anti-ostéoporotiques qui ne sont pas la classe des biphosphonates. Vous avez toute une panoplie qui ne sont pas disponibles chez nous en Algérie. Hein, mais enfin, c'est important de les connaître. J'ai cité le raneladostrium, vous pouvez, donc il faut vous les connaître comme ça pour savoir ce que c'est, comment ça agit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Allô? Merci, docteur, c'est très clair. C'est bon, c'est parfait. Eh ben, vous avez, donc, je rappelle mon adresse mail pour tous ceux qui sont à l'écoute. Je ne sais même pas combien vous êtes là. Je n'ai pas ce qui m'indique là, le nombre de personnes qui me regardent là. Probablement que vous êtes les deux personnes là. C'est un cours particulier que vous avez eu. Je ne sais pas combien de personnes. Donc, vous avez mon adresse mail. Je la répète. C'est Ryan. Donc, on m'a mis minuscule. Ryan, R-A-Y-A-N-E. Ryan, le chiffre 2, arrobas, yahoo.com. Vous mettez dans le titre du message que vous envoyez, enfin le mail que vous envoyez, vous mettez, par exemple, vous mettez ostéoporose, cours ostéoporose, vous posez la question, vous dites qui vous êtes, etc. Vous posez précisément vos questions, je vous répondrai de la façon la plus claire possible. Bien. Merci, professeur. Voilà, bonne continuité et plus tard. Merci, professeur. Bonne journée. Allez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'est bon, كملت les deux cours. كيفاش نعرف كانوا 13 برك هذوما كيف نعرفهم؟ خلاص انا قلت لهم سي بون درتهم لي دو كور.